Abstraction de données, on va quand même encore une heure pour passer. Avant que vous faites ça, je voudrais un moment de silence pour les Ukrainiens qui se battent toujours contre les envahisseurs, hein, et qui ne perdent pas. On a déjà vu ça quelque part. Un petit Gaulois et un plus gros. Mais sérieusement, ils se battent aussi pour nous. Ok. Je vais parler de l'abstraction de données. Je vais d'abord vous rafraîchir ce qu'on a vu la dernière fois. Après, on va parler des deux manières de voir les abstractions de données. Il y a deux manières totalement différentes. Les types abstraits et les objets. Donc l'abstraction de données, c'est un principe pour organiser des systèmes super compliqués. Les logiciels sont parmi les artefacts humains les plus compliqués qui ont été créés. C'est probablement les plus compliqués. Et donc vous êtes les privilégiés de faire partie des gens qui construisent les choses artificielles les plus compliquées que l'espèce humaine n'a jamais construites. Pas mal, hein? Aucune autre discipline d'ingénierie fait des choses aussi complexes. Et ça ne marcherait pas sans abstraction de données. Et c'est ça marche à cause du higher order, mais aussi l'état explicite, les cellules, et la propriété psychique. Ce sont les trois concepts qui font marcher l'abstraction de données, plus particulièrement le higher order. Sans la programmation supérieure, ça ne marcherait pas, et on peut donc dire que la société moderne est construite sur le higher order. C'est quand même pas mal. Je vous rafraîchis d'abord sur la notion de encapsulation. C'est protégé, c'est une boîte qui est protégée de l'extérieur. Donc on avait vu un exemple. Ça c'est une pile qui n'est pas une abstraction de données parce qu'elle n'est pas protégée. On peut accéder à la représentation intérieure qui est une liste en fait, hein, des dons pour l'église de paradigme. C'est très bien, c'est très bien. Parfait. Avec ça, on va faire beaucoup de bonnes choses. Ok, donc on voit donc ce qui est à l'intérieur. C'est une représentation comme une liste. Et il n'y a aucune protection. On peut donc chipoter avec ça, casser le truc, faire ses propres choses. Il n'y a aucune garantie. Okay. Donc ça, ce n'est pas une abstraction. Alors une abstraction, c'est une boîte, mais en fait, ça peut être plusieurs boîtes. Hein. Ce n'est pas besoin d'être un fichier ou une boîte. C'est plusieurs boîtes qui peuvent travailler ensemble. Ça, c'est possible. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il y a une intérieure et une extérieure, et entre les deux, il y a l'interface. L'interface, c'est une série d'opérations. On appelle aussi des API, hein, Application Programming Interface. Et ce n'est pas simplement des opérations, mais il y a des règles. Il y a des règles qu'on doit satisfaire, sinon l'abstraction ne va pas marcher. Ça, et c'est le langage de programmation qui doit garantir ça. Et c'est là où le higher order va être important. Donc il y a trois avantages. Le premier avantage, c'est la garantie que ça marche bien. Hein, on ne peut, si c'est bien construit, on ne peut pas le casser en l'appelant n'importe comment. Hein. Normalement, une voiture, une télévision, un ordinateur bien fait, on ne peut pas le casser en appuyant sur les boutons à n'importe comment. Deuxièmement, réduction de complexité. On n'a pas besoin de savoir comment c'est implémenté. Si on n'avait pas ça, la société s'effondrerait aussi. Je n'ai pas besoin de savoir comment marche une voiture pour conduire une voiture. Ce sont des choses totalement différentes. Et l'intérieur d'une voiture est extrêmement complexe. Et l'ordinateur encore beaucoup plus. Et enfin, l'avantage principal, on peut faire des grands programmes. Et dans les grandes équipes, chaque abstraction a une petite équipe ou une personne qui est responsable.
Et cette personne parle avec les autres personnes qui font d'autres applications, qui se parlent entre elles. Et les gens, entre eux, doivent simplement connaître les interfaces. Pas besoin de connaître ce qui se passe à l'intérieur. Le secret de cuisine de chaque développeur reste dans sa tête. Ils n'ont pas besoin de savoir. Et donc, on peut avoir une équipe, un team de centaines de personnes qui travaillent sur un logiciel. Et ça se voit. Un système comme macOS ou Windows ou Linux, c'est des dizaines de millions de lignes de code. Et ça marche. C'est ce qui est incroyable. Ça m'étonne que quelquefois, ça fait un peu peur. Ok, ça, on avait vu plus ou moins la semaine dernière. Maintenant, on va regarder, en fait, maintenant, je vais vous donner des informations, des secrets sur les abstractions données. La première chose à dire, c'est qu'il y a deux façons. Il y a deux sortes d'abstractions données. La plupart des gens qui n'ont pas suivi les cours récemment ne savent pas ça. Il y a ce qu'on appelle des objets, que vous connaissez, mais il y a aussi des types abstraits. Et ce sont deux manières d'organiser l'abstraction donnée qui sont très différentes. Et les deux sont utiles. Ils ont des avantages et des désavantages respectifs. Donc il y a deux façons de faire. Un objet, vous connaissez ça, un objet, les opérations et l'état de l'objet sont ensemble. Une voiture, c'est un objet, dans ce sens-là. Par contre, là je parle d'un téléviseur, c'est un objet. Tout est dans une boîte avec des contrôles. La télécommande fait partie de l'objet. C'est une seule abstraction qui marche ensemble. Par contre, des machines à sous, des machines qui vendent des coca, c'est des types abstraits. Il y a une machine, mais il y a aussi des petites choses. Il y a des pièces, il y a les canettes de coca, et ce sont des valeurs, et la machine, c'est l'opération. Et donc, on met une pièce d'1 € dedans, il y a une canette qui sort. Et on ne peut pas tricher si c'est bien fait. Ça doit être une pièce, 1 €, et là, ce qui sort, c'est une canette de coca. Ça aussi, c'est une abstraction. C'est très différent d'un objet, parce que les pièces, toutes seules, ne font rien, et les canettes non plus. Et la machine ne sont rien sans les pièces et les canettes. Et donc, c'est un tout. Mais il y a deux sortes de choses. Vous voyez que dans les objets, il y a un type de choses, et tout est dedans. Dans les types abstraits, il y a deux formes de choses. Et dans le langage de programmation, on voit les deux. Et on va regarder les deux, et comment construire les deux. Je vais d'abord vous parler des types abstraits. C'est normalement, on ne parle pas trop, parce que vous faites de la programmation orientée objet. Donc les objets, ça a beaucoup de bonnes pubs, mais en fait, un langage de programmation orientée objet, on devrait plutôt dire un langage d'abstraction. Parce qu'un langage comme Java, ça utilise aussi des types abstraits. L'important, ce n'est pas les objets. L'important, c'est l'abstraction de données. Donc, de parler de la programmation anti-objet, c'est un peu une erreur. On devrait parler de la programmation avec des abstractions. La programmation à abstraction, c'est ça, la vraie chose. Et je vais vous parler des types abstraits, types de données abstraits, abstract data types. Donc il y a deux choses différentes, les valeurs et les opérations. Values and operations. Et vous savez déjà utiliser ça. Par exemple, les entiers. On fait 5 plus 6. Bien, le 5 est un entier. Le plus est une opération qui prend deux entiers et qui renvoie un autre entier. Le 11 est aussi une valeur, c'est aussi un entier. Donc vous voyez que les entiers, ce n'est pas des objets. Il y a deux types de choses. Il y a des opérations et des valeurs. Typiquement,
les valeurs sont des constantes. Hein, 5, c'est une constante. 11 aussi. Par contre, un objet, normalement, on peut le changer. Hein. Il y a des attributs à l'intérieur qu'on peut changer, typiquement. Mais dans les types abstraits, typiquement, on ne fait pas ça. Typiquement, les valeurs sont généralement des constantes. Ce n'est pas nécessaire, mais en général, c'est ça. Et en plus, les opérations aussi, ce sont des constantes. Une opération comme l'addition, il n'y a aucune mémoire dedans. C'est une opération mathématique, ça fait toujours addition. Hein? Cette opération, addition, ne se souvient de rien. Hein? C'est donc une fonction qui est une constante. Donc il n'y a plus de constantes dans les types abstraits, en général. Ok, on va donc faire maintenant un type abstrait. En fait, je vais utiliser la pile, le stack. Et on va faire un type abstrait avec le stack, mais aussi un objet. En fait, c'est comme la forme de la boîte. On peut, pour beaucoup d'abstractions données, on peut faire ou un type abstrait ou un objet. Donc, de notre pile, on va commencer à faire un type abstrait, après on en fera un objet. Donc là, c'est une pile simple. Je reprends la pile qu'on avait fait, hein, new stack, push, pop is empty. Et en type abstrait, ça marche comme ça. Ce sont des fonctions et les valeurs des piles, c'est des constantes. Hein, S égale new stack, par exemple. Hein, si j'appelle ça, le S va être une pile vide. Hein, comme on appelle ça. Ou si je fais S1 égale push 3 sur S0, je prends une pile S0, je prends 3 et je renvoie une autre pile. Hein, là, je l'ai mis dans l'autre sens, c'est pas grave. C'est là. Donc, push pop aussi. Le pop va prendre l'élément qui est au sommet, lié à X, et le S2, ce sera le reste de la pile. On peut faire S égale push de new stack A et B. Ça renvoie une pile qui contient B et A, un B au sommet. S2 égale pop SX. Eh bien, X va être égal à B, c'est le sommet, et S2, c'est ce qui est à l'intérieur. Ok? Mais, pour l'instant, on n'a pas encore de type abstrait. Hein? Je vous ai montré une petite implémentation, comme ça. Mais il n'y a aucune protection là. C'est pas un type abstrait ça. Parce que la liste, la représentation n'est pas protégée. Il faut la protéger. Comment on va faire ça? Ah, ça c'est une nouvelle chose. Je vais vous montrer comment on va faire un type abstrait. Et par exemple, en Java, si on fait 5 plus 6 égale 11, on obtient 11. Le 5, comment est-ce que ce 5 est représenté à l'intérieur de l'ordinateur? En fait, on ne sait pas. Hein? On peut imaginer que c'est un truc binaire en complément à 2, ou autre chose, ou une virgule flottante. Mais en fait, on ne sait pas. L'intérieur de ce 5 est caché complètement. Et donc, c'est pour ça que Java est un langage qui soutient les abstractions, pas simplement pour les objets. Alors, comment est-ce que je vais protéger ma pile? Parce que là, dans le cours, on va donner la vraie sémantique. Je vous montre comment c'est construit. Comment on peut protéger cette liste, protect the list, pour en faire une vraie abstraction donnée, avec une vraie encapsulation, parce que là, il n'y a aucune protection. Il faut quelque chose de nouveau, en fait. Et techniquement, pour faire ça, il faudrait étendre aussi le langage noyau. Il faut une protection. Ok? Et une manière de protéger ça, c'est avec ce qu'on appelle un emballage sécurisé, secure wrapping. On introduit deux fonctions magiques. Une fonction wrap et une fonction unwrap. Wrap prend X, il renvoie W qui est une version protégée de X.
Et unwrap prend la version protégée qui renvoie la valeur qui est cachée à l'intérieur, x. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? On peut en fait comprendre ça comme une opération cryptographique, cette protection. Le wrap, ça va crypter le x avec une clé secrète. Et le unwrap connaît cette clé et va décrypter le résultat. Et les deux fonctions wrap et unwrap ont donc une connaissance partagée, une clé secrète. C'est comme ça qu'on peut comprendre ça. Et pour implémenter ça, il faudrait donc, pour le vraiment implémenter, il faut crypter et décrypter. Et deuxièmement, pour chaque type abstrait, on a besoin d'une nouvelle clé abstraite. On doit créer une nouvelle paire de fonctions, wrap, unwrap. Et donc, on peut définir une fonction newWrapper qui va créer deux fonctions, wrap et unwrap, avec une nouvelle clé. À chaque fois que j'appelle newWrap, je crée une nouvelle paire, wrap, unwrap, avec une nouvelle clé secrète qui est cachée à l'intérieur de ces deux fonctions. Parce que sinon, si on n'a fait qu'une seule clé pour tout le programme, ah ben, ça ne sert à rien, parce que tout le monde va la connaître. Chaque développeur qui fait un type abstrait doit avoir une nouvelle clé secrète. OK? Bon, ceci n'est pas le cours de cryptographie. Si vous voulez faire une protection forte qui résiste même aux gens qui regardent les binaires, il faut de la cryptographie. Mais si vous voulez simplement une protection qui marche au sein du langage, ça veut dire qu'un programme ne pourrait jamais regarder à l'intérieur. Là, on peut implémenter newWrapper au sein du langage. Je ne vais pas vous dire comment le faire, mais je vais l'utiliser. Donc on va prendre une fonction newWrapper et on va créer un type abstrait. Donc voici, on peut donc créer un vrai type abstrait. Et voici notre pile implémentée en vrai type abstrait. Il y a d'abord on fait un newWrapper. Vous voyez que le local wrap unwrap, on utilise la portée lexicale pour que le wrap unwrap ne soit connu que à l'intérieur de l'implémentation et nulle part ailleurs. Ça c'est la portée lexicale qui nous garantit. Et on appelle newWrap. Ça, c'est du higher order. newWrapper, on a donc deux fonctions nouvelles qui sont créées ici. Et maintenant, on peut définir nos 4 fonctions pour vraiment protéger les choses. Un newStack, par exemple, ce n'est pas simplement nil que ça soit donné. newStack va donner wrap de nil. Ça veut dire une boîte. Au lieu de faire 1000, je vais écrire ça un peu comme ça. On a une clé et le nil est à l'intérieur. Ça c'est le x, ça c'est w égale wrap de x. Pour un peu vous donner l'idée, c'est une boîte avec une serrure. Donc, pour ouvrir cette boîte et regarder le nil, il faut la clé secrète. Et la clé secrète, il n'y a personne qui le connaît, sauf cette clé secrète est cachée à l'intérieur de wrap et unwrap. Et c'est les deux seules fonctions qui connaissent cette clé secrète. Donc personne d'autre ne peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Ça c'est newWrap. Mais plus intéressant encore, c'est le push. On voit une expression très intéressante ici. Wrap de x bar unwrap de w. Ça c'est très intéressant pour voir comment ça marche. Pour faire le vrai type abstrait. Donc j'ai push wx. Je vais faire un petit dessin de ça. J'ai le w qui rentre. Je fais unwrap. Je vais faire un petit dessin, une sorte de
diagramme data flow, si vous voulez. Il y a le unwrap ici. Et après, il y a le X qui sort. OK? Pardon, le S, la pile. Parce que c'est une pile. On va mettre X sur la pile. Donc, je fais donc X bar S, X bar unwrap W. Et maintenant, on va appeler wrap. Et on a donc un résultat qui est une nouvelle boîte. Ceci est. Moi, je viens faire le petit dessin comme ça, avec la clé, le S. Ça, c'est le S. Après, on a une nouvelle boîte qui est cachée, protégée. Il y a X bar S à l'intérieur. Donc, vous voyez comment ça marche. C'est pas très compliqué. Quand on rentre dans le push, on doit d'abord faire un wrap. Et là, on a des opérations à l'intérieur du push. L'intérieur du push. Ici. Et une fois qu'on a donc fait les calculs, pour aller à l'extérieur, ça c'est la frontière, si vous voulez, entre l'intérieur et l'extérieur. Frontière. On rentre, on passe la frontière, on enlève, on sort le S de cette boîte, on fait des calculs à l'intérieur de l'abstraction, et quand on repasse la frontière dans l'autre sens, on fait un wrap. C'est comme ça qu'on peut comprendre. Mais sinon, c'est de simples calculs. Il n'y a pas de magie dedans, sauf peut-être la définition de wrap et wrap. C'est curieux, Et maintenant, le pop, vous pouvez voir comment marche le pop WX là. On fait d'abord une wrap de W pour voir une pile S. X est égal à S.1 et le résultat c'est wrap de S.2. C'est le reste de la pile. Vous voyez comment ça marche? C'est pas mal, non? Et donc ça, on peut voir ça comme la sémantique d'un type abstrait. En général, dans le langage, il y a différentes manières de faire ça. On peut utiliser la cryptographie, crypter ou décrypter. Mais en Java, en général, les données ne sont pas cryptées. C'est simplement qu'il n'y a aucune opération qui permet de voir les binaires. Ce n'est pas comme dans le langage C, où on a ce qu'on appelle des castes qui permettent de forcer un type de devenir un autre type, un bit vector par exemple. On peut donc tout voir, tout est ouvert en C. Le langage C n'a aucune abstraction de données. Et donc C++ non plus. En C++, il n'y a aucune réelle protection. Ce n'est pas comme Java où on a une réelle protection, on ne peut pas regarder à l'intérieur. Et la sémantique, c'est comme ça. Par contre, en Java, on ne peut pas définir de nouveaux types abstraits. On peut définir de nouveaux objets en Java, mais pas de nouveaux types abstraits. C'est bizarre, parce que les concepteurs de Java ont dit, c'est pas important. Mais il y a d'autres langages qui le permettent. Je vais vous montrer comment ça marche. J'espère que j'ai la définition de wrapper pas très loin. Que je le trouve. Je ne vais pas l'expliquer, je vais simplement les définir. On définit, vous voyez qu'on définit wrap et unwrap. On a aussi une fonction nommée qui, tout ce que je vais vous dire, c'est qui, c'est la clé secrète. Et je ne veux pas vous expliquer comment ça marche. Je ne vais pas l'utiliser dans ce cours-ci. Mais maintenant, on peut faire
un type abstrait, un vrai type abstrait, par exemple, je fais ça, j'ouvre la porte, ça, on définit. Oui, ça marche. Maintenant, on peut définir, je ne peux pas tout définir. Je vais juste simplement faire new stack et push. On peut définir un new stack. C'est là, le nil, et fun push SW maintenant X, c'est wrap de X bar unwrap de W. Et comme ça, on peut créer des piles. S0 égale new stack. Et si on fait browse, normalement on ne voit rien. On voit quelque chose, mais on ne voit pas l'intérieur. En os, c'est un type qui s'appelle un chunk, mais je ne vais pas vous dire ça, mais vous voyez que l'intérieur est invisible. Et on peut faire là S1, in, S1 égale push S0 A, par exemple, et on crée une autre pile, et de nouveau S1, c'est un autre chunk. Et après, je vous conseille, je vais mettre le code sur le Moodle, je vous conseille d'essayer de faire marcher ça. On peut faire toutes les opérations de la pile, mais on ne regarde jamais à l'intérieur. On n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de cette chunk. C'est un secret et gardé à l'intérieur de type abstrait. OK? Vous voyez, ça c'est une manière de définir ça. En fait, ce que je viens de donner, on peut voir ça comme la sémantique de type abstrait. Et je voudrais, on va les utiliser dans le cours. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je veux dire sur le type abstrait. Avec ça, vous avez l'essentiel. Mais je vous parle un peu de l'histoire de types objets parce que on les a un peu injustement oubliés parce qu'en fait, ils sont autant utilisés que les objets, sauf que c'est moins médiatisé. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Hein. On parle toujours de programmation anti-objet, mais en fait, c'est la programmation à abstraction. Le premier langage qui fait des types abstraits, ça s'appelle Clou. C'était développé en 1974, donc c'est vieux. Et c'était fait par Barbara Liskov. Hein, c'est un des génies de l'informatique qui a gagné le prix Turing. C'est le prix Nobel de l'informatique. Elle a aussi fait beaucoup de choses dans l'orientation objet. Mais le premier langage de type abstrait a été inventé par Barbara Liskov. Je mentionne ça parce que c'est souvent les trucs trop médiatisés, c'est toujours les hommes qui font tout, mais c'est faux. Si on regarde la programmation orientée objet, le premier langage orienté objet s'appelle Simula 67, qui a été inventé en 1967. Hein? Et ces deux langages ont une énorme influence, tous les langages par la suite, y compris Java, le C++ et tout le reste, ont été super influencés par ces deux-là.
Donc, les langages à type abstrait, ils ont un concept de protection un peu similaire à wrap, pardon. Hein? Et Clou, il y a un soutien syntaxique, donc on n'a pas besoin de chipoter avec wrap. C'est comme des classes, on a un soutien syntaxique pour ça. On peut créer des types abstraits très facilement. D'ailleurs, beaucoup de langages orientés-objet ne le disent pas, mais soutiennent aussi les types abstraits. Hein? Et je ne veux pas en dire plus, mais Java a aussi des types abstraits, même si on ne parle pas trop de ça. Hein? Il y a deux façons de faire des entiers en Java. Les entiers machines, qui sont de type abstrait, et des entiers objets, qui sont des objets. Mais les objets Java, les simples objets Java, ressemblent aussi un peu à des types abstraits. Et je ne vais pas trop aller dans les détails, on va peut-être voir ça après. Okay? Donc, en fait, les deux concepts, type abstrait, objet, se sont un peu mélangés. Ok, ça c'est tout ce que je vais dire tout de suite sur le type abstrait. Et maintenant, je vais parler des objets, et je vais vous donner la sémantique des objets. Et c'est très curieux, hein, parce que vous avez programmé avec des objets pendant longtemps, mais si je vous demanderais de me donner une définition précise, qu'est-ce que c'est un objet? Est-ce que vous pourriez le faire? Est-ce que vous comprenez exactement ce que c'est un objet? Est-ce que vous connaissez la sémantique? Hein? C'est ça, c'est la sémantique d'un objet. Bien, je vais vous le faire maintenant. Hein, vous aviez programmé des objets pendant de longs moments, hein, au moins 1 an ou 2, peut-être plus. Et il y a très peu d'entre vous qui doivent connaître ça, comprendre la sémantique d'un objet. Bien, je vais vous le donner tout de suite. Donc, un objet, ça représente en une chose l'état, la valeur et les opérations. Et on va revenir à notre pile S, et je crée une pile en objet. En objet, une pile, c'est pas des valeurs et des opérations. Une pile, c'est en elle-même déjà une sorte de procédure. On peut l'appeler avec un argument. Donc on peut appeler S avec un argument push X ou pop X ou isempty B, et on peut voir, typiquement on appelle ça des messages, mais ce sont des simples arguments qui donnent des opérations différentes, qui indiquent des opérations différentes. Et la valeur de la pile est à l'intérieur de S. Hein? À l'intérieur de S. Donc S push A, S push B, S pop X, browse X. Hein? On va voir le sommet de la pile B. Ok, pour donner la sémantique, je dois vous programmer ça. Si je vous le programme en langage noyau, ça, on peut voir ça comme la sémantique d'un objet. Donc voici l'objet pile implémenté avec les opérations de base. On a une fonction newStack. Hein? Vous voyez que la fonction renvoie une procédure. Et cette procédure, c'est l'objet. Je vais peut-être le faire sur les tableaux, pas par pas, pour vous expliquer comment ça marche un peu mieux. C'est une définition où il se passe un certain nombre de choses. Fun, newStack. Ça renvoie, ça crée un nouvel objet. Et l'objet, c'est une procédure. Là, je renvoie une procédure anonyme. Et dans cette procédure, on a une sélection d'opérations. On appelle ça des méthodes. Case M of, par exemple, push X, then, après, on appelle la procédure push X. Mais la procédure push X est une procédure
qui n'est connu à l'intérieur. C'est caché de l'extérieur. Et après, on a d'autres méthodes. PopX, par exemple. Vous voyez, ici, pushX, la définition de pushX, en général, on appelle ça une méthode. L'argument, ici, on appelle ça un message. Ici, on a la sélection, method selection, la sélection de la méthode. Vous voyez que le pushX ici, l'argument pushX, c'est un tuple. Hein. Comme vous voyez ça ici, push A, c'est un tuple. Ces messages sont des tuples. Okay. Ici, on a donc à l'intérieur une cellule qui contient la valeur de la pile et qui est cachée de l'extérieur. On ne voit que l'intérieur. Ça s'appelle en général un attribut. Vous voyez que on donne des noms à des trucs très simples. Vous connaissez déjà. On donne d'autres noms à ça. Après, il y a des autres méthodes. Là, il y a push, pop et celtic, 3 procédures. Ce sont des méthodes. Il y a 3 messages, pushX, popX, isMTB. Donc, dans la sémantique, un objet est une procédure à un argument. Et ici, on appelle ça procedure dispatching ou method dispatching. Il y a dans la sémantique, il y a une instruction case qui choisit l'opération, donc la méthode à exécuter. Et l'encapsulation est garantie par la portée lexicale de la cellule. Vous voyez que personne ne peut accéder à la valeur de la pile, sauf si on passe par les opérations push, pop. Et donc, on a une protection complète. On n'a pas besoin de wrap et unwrap ici. C'est la portée lexicale qui va protéger la cellule de l'extérieur. Et ce sont des opérations, pushX et popX et tout ça, qui vont accéder avec discipline à la cellule. Voici, on peut comparer ces deux. Là, on compare la pile en type abstrait. Hein, je l'ai écrit sur, on peut imprimer là, new wrapper, les 4 opérations, new stack, push, pop, isMT. Ici, un objet. Ici, au lieu de renvoyer une procédure, je renvoie une record. Et ça s'appelle record dispatching. C'est une autre manière de faire un objet. Ici, on a une procédure avec un case qui sélectionne les méthodes. Ici, on a un record, un enregistrement, avec les noms des champs. Et c'est le nom du champ qui sélectionne les méthodes. Hein? C'est une autre façon, c'est record dispatching ou procedure dispatching. On appelle ça method dispatching ici. Hein? C'est comment est-ce qu'on choisit la méthode à exécuter. Et chaque langage orienté a sa façon de faire ça. Ok? Donc comme ça, on voit la même pile implémentée de 2 façons très différentes quand même. Hein? En général, les langages ont une syntaxe pour les objets. Normalement, on ne doit pas les écrire comme ça. Ça, c'est la sémantique. Hein? Un programmeur ne peut pas l'écrire, ne doit pas l'écrire comme ça. Par contre, si vous voulez faire un objet dans le langage C, où il n'y a aucun soutien syntaxique, et vous voulez quand même utiliser des objets, il faut le faire comme ça. On peut écrire des programmes C, c'est juste un style hein, qui crée des objets. Mais comme il n'y a pas de protection, ça dépend de la bonne volonté du développeur et de l'utilisateur. Hein. Donc la plupart des langages donnent une syntaxe pour cacher la sémantique. Ça, je vous donne la syntaxe OZ, mais vous connaissez les autres syntaxes, la syntaxe
Java par exemple. Ici en OS, on a un mot-clé classe, on a ANPTR pour l'attribut, method pour les méthodes. Et comme toutes les instructions en OS, on a un mot-clé et ça termine par N. C'est simplement la façon OS de définir une classe. Le petit C là, c'est un attribut, mais ça s'utilise comme une cellule. C égale 1000, C égale X par lecture de C, et ainsi de suite. Après, on peut faire do stack avec la méthode initialisée. S, c'est une pile. C'est pas simplement le confort. Ça donne un confort parce que le programmeur pense avec des objets. Si on fait avec la sémantique, le programmeur, il y a une sorte de distance entre le programmeur et le concept du programmeur et ce qu'on fait dans le langage. Mais avec une syntaxe spéciale, on pense objet dans sa tête. On ne pense pas à la sémantique. Mais il y a un autre avantage, c'est que la syntaxe garantit qu'on va définir l'objet correctement. Ça, c'est très bien. Ça veut dire que la syntaxe garantit que, quand on définit l'objet, qu'on ne va pas faire une erreur. Il sera défini correctement comme il faut. En plus de faire le programme lisible. Donc ça, c'est la syntaxe OS. Et tous les langages ont leur syntaxe. Je ne veux pas défendre la syntaxe de OS, qui a peut-être des avantages, mais qui a aussi des désavantages. Ce n'est pas une des meilleures syntaxes d'objets qui existent, mais c'est une syntaxe pour les objets. Ok. Quelques remarques maintenant sur les objets. Les objets, bien sûr, sont omniprésents. C'était une des choses qui a vraiment explosé. Le premier langage, comme j'ai dit, c'est C1967. Il y avait un autre langage qui s'appelle Smalltalk, qui a été fait d'abord en 71. C++ en 79, c'est un très vieux langage. Et ensuite, d'autres langages qu'on connaît bien, Java, C#, Python, Ruby, etc. Java, c'est aussi très vieux. C'est 10 ans plus tard quand même que C++, c'est fin des années 80. Donc la plupart des langages orientés objets font plus que ça. On peut les appeler des langages à abstraction, parce que ces langages font aussi des types abstraits, comme Java par exemple. Si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a plein de types abstraits en Java. Ok? Ça, c'est tout ce que je vais dire tout de suite. Mais, pour terminer, là où je vous ai montré des types abstraits des objets, et ça fait deux manières de faire. Mais en fait, il n'y a pas deux manières. Si on regarde bien, il y a quatre manières en tout. Il y a quatre manières de faire l'abstraction de données. On a vu des types abstraits où tout est une constante, des valeurs d'opération des constantes, des objets où il y a des cellules à l'intérieur qu'on peut donc modifier. Mais on peut donc faire autrement, on peut continuer cette réflexion. On peut avoir des types abstraits avec des cellules dedans, où les opérations ne sont pas des constantes, des valeurs non plus, et on peut avoir des objets qui ne contiennent pas d'état du tout. Des objets qui sont purement fonctionnels. En fait, on peut faire la programmation orientée objet dans le paradigme fonctionnel aussi. Et ça, ce sont des choses en général qu'on voit, sur lesquelles on réfléchit très bien, pas beaucoup, mais c'est très utilisé. En fait, ça fait quatre manières de faire des abstractions. Où on n'a pas de cellules, paradigme fonctionnel, où on a des cellules, on peut modifier, c'est pour des choses qui changent avec le temps, où on a des types abstraits, où on a valeurs et opérations séparées, où on a des objets où valeurs et opérations sont soudées ensemble. Et ça fait quatre choses. Les entiers Java, c'est type abstrait. Les entiers objets Java sont là. Mais on peut aussi avoir des objets fonctionnels. Dans le langage Scala, que je ne peux pas plus expliquer là, je vous le mentionne parce que c'est une version, une extension de Java, mais aussi avec le paradigme fonctionnel.
Et c'est un langage qui a pas mal de succès. Et on peut définir un objet fonctionnel là-dedans. Quelque chose qui ressemble à un objet, mais qui n'a pas de cellules. Mais ça reste un objet quand même. C'est marrant, hein? Purement avec du higher order. Ça, c'est très utilisé. Par contre, le quatrième, le stateful ADT, le type abstrait, avec des cellules, et on peut voir que ça existe, je peux vous le montrer, mais pour l'instant, encore très rarement utilisé. C'est curieux, hein? Comme on est influencé par les choses historiques, les stateful ADT sont encore rarement utilisés. Donc, je vous parle des deux qu'on n'a pas encore vu, donc un objet fonctionnel. Un objet fonctionnel est comme une fonction fonctionnelle, est immuable. C'est un objet qu'on ne peut pas modifier. Alors comment est-ce que ça marche? Quand on appelle un objet, quand on fait un push sur un objet fonctionnel, et on ne peut pas modifier l'objet, bien c'est très simple. On renvoie un autre objet fonctionnel dans lequel on avait fait le push. C'est comme dans le fonctionnel. On renvoie toujours des nouvelles choses. Hein, comme dans les opérations sur les arbres, on a un arbre, on fait insert, et on renvoie un nouvel arbre qui contient la nouvelle chose. Bien ici, c'est un peu pareil. Avec un functional object, on ne va pas changer l'objet, mais on va renvoyer un autre. Okay. Enfin, il y a le stateful ADT. Ça a été utilisé dans le langage C. Hein? C'est assez bizarre. On peut voir ça comme des structs dans lesquels on modifie les composants. C'est un peu bizarre si on n'a jamais utilisé. Mais cette technique a un peu été utilisée dans C. On peut l'utiliser faire en Java aussi. Une classe avec un attribut statique en Java, ça ressemble un peu à ça. Hein? Donc c'est un peu utilisé. Mais pour terminer, je vais simplement vous montrer le code d'un objet fonctionnel. Et c'est toujours la pile, notre stack. Et comment est-ce que ça marche? On a une fonction stackObject, et si on donne une pile en liste, alors stackObject va renvoyer un objet avec ce pile comme contenu. Et donc c'est un record ici. Hein? Donc si j'appelle stackObject de S, je vais renvoyer un record avec 3 fonctions. Et le S est caché dedans, en fait dans notre contextuel, hein, dans le closure. Le S est caché dedans. Donc si on fait push un élément E sur la pile, on va créer un nouveau stackObject E avec contenu E bar S. Vous voyez que quand on appelle un stackObject, on va renvoyer un nouveau stackObject. Ceci est une implémentation extrêmement intéressante et curieuse. Et ce que j'en peux remarquer, c'est que ça marche avec uniquement du higher order. On n'a pas besoin de cellules. Hein? Pour les objets Java, on a besoin de cellules, sinon ça ne marche pas. Pour les types abstraits, on a besoin de wrappers, secure wrappers. Ici, on a besoin de ni l'un ni l'autre. On n'a que du higher order. Ok? Donc, je vais m'arrêter là en vous demandant comme exercice de faire exécuter ça et de voir comment ça marche. Ok, je m'arrête ça.